Bonjour Éric Denessé, ravi de vous revoir sur notre chaîne YouTube d'Omerta. D'ailleurs, je remercie nos invités, toujours plus nombreux. On vient de passer hier le cap des 216 000 abonnés à notre chaîne YouTube. On s'en félicite en plein cœur de l'été. C'est formidable, l'actualité n'arrête pas, Omerta n'arrête pas. Alors Éric Denessé, vous êtes un régulier, c'est pas la première fois qu'on vous invite, mais je vais quand même vous présenter. Vous êtes un auteur spécialiste français du renseignement et de l'intelligence économique et vous êtes directeur du Centre français de recherche pour le renseignement, le CF2R, avec lequel nous sommes partenaires d'ailleurs pour notre magazine, pour le dernier sur la guerre en Ukraine et pour le prochain sur l'Amérique de Trump ou l'Amérique de on ne sait pas qui va succéder à Joe Biden en novembre prochain. Mais on ne va pas commencer par l'Amérique, Eric, on va commencer par la Russie et l'Ukraine, avec cette offensive éclair menée le 6 août dernier par les Ukrainiens dans l'oblast de Koursk. Alors, question qui taraude beaucoup de spécialistes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Quels sont selon vous les objectifs? Et où ça va tout ça? On ne sait pas bien, ça reste flou sur les intentions, sur les effectifs et jusqu'où ça peut aboutir. D'abord, bonjour Régis, bonjour aux auditeurs d'Omerta. Alors, sur cette question, nous, on vient de publier une note qui s'appelle Succès tactique et erreurs stratégiques, parce que effectivement, cette offensive qui a été lancée par les Ukrainiens, avec obligatoirement, en dépit de ce que disent les médias et Zelensky, obligatoirement le soutien des Américains en matière de renseignement, de logistique et des autres alliés, est une victoire finalement momentanée, très ponctuelle, et qui va entraîner à mon avis, une déroute stratégique beaucoup plus importante. Et si j'essaie de faire un comparatif historique, moi, ça me fait penser au raid des commandos britanniques à partir de 1942 dans les îles Lofoten ou sur les côtes françaises, qui n'avaient aucune utilité militaire, d'ailleurs dans lesquels ils perdaient parfois beaucoup d'effectifs, mais qui permettaient à Londres, face à l'Europe allemande occupée, de garder une espèce d'élan, de ressort en montrant qu'ils ne subissaient pas la guerre. Eh bien, on a finalement le même phénomène ici avec un autre élément que moi je souhaiterais ajouter, c'est que les Américains, les Ukrainiens, les Russes se font la guerre depuis maintenant 2 ans. Ils ont compris tout à fait comment ça marchait, donc ils savent pertinemment que toute concentration de force est très facilement repérable et dès qu'elle est repérée, elle sera détruite. Donc les Ukrainiens ont profité du fait que cette zone de Russie dans la région de Koursk n'était pas défendue puisque les Russes ne s'attendaient pas à une attaque. Les Russes ont bien sûr détecté cette concentration de force, mais ils n'ont sûrement fait une mauvaise analyse en pensant qu'il n'y aurait pas d'offensive. Les Ukrainiens y sont allés, mais dès lors qu'ils ont pénétré en territoire russe, eh bien la logique s'inverse. Eux-mêmes font des concentrations de force, eux-mêmes essaient d'avancer, et je dirais leur défaite n'est qu'une question de jours ou de semaines. Dans le même temps, on a cru constater justement une progression plus rapide qu'en temps ordinaire. On a parlé longtemps de grignotage de villes ou de bourgs, ou de villages plutôt, ou même de parties de villages dans le Donbass par la Russie. Là, on voit les choses s'accélérer, notamment dans la zone de Pokrovsk. Est-ce que cette accélération de l'offensive russe dans le Donbass est directement à mettre en corrélation avec l'emploi d'effectifs par les Ukrainiens dans l'oblast de Koursk pour leur offensive? Alors ça, c'est un élément qui reste encore flou pour nous parce qu'on a du mal à voir si les unités qui ont été déployées dans la région de Koursk ont été directement prélevées. Alors ce serait le cas pour certaines sur le front du Donbass, mais il y a aussi d'autres unités ukrainiennes qui sont présentes sur le territoire ukrainien, dans la profondeur, sur les frontières avec la Biélorussie. Voilà. En tout cas, ce que l'on voit depuis maintenant de longs mois, c'est que les Russes effectivement avancent calmement, méthodiquement. Il faut rappeler pourquoi. D'abord parce qu'ils économisent leurs hommes et ensuite leur but est de conquérir. Donc chaque pas en avant qu'ils font, ce sont des territoires qu'ils veulent garder. Ils n'ont pas intérêt du tout à faire une percée
rapide pour se retrouver, le cas échéant, à devoir faire marche arrière au bout de quelque temps. Donc, il est évident qu'en face, l'armée ukrainienne est épuisée, qu'elle a de moins en moins d'effectifs, moins en moins d'hommes, de moins en moins de volonté de combattre. On s'en aperçoit, on ne parle pas assez des désertions de combattants ukrainiens qui rejoignent qui se rendent aux combattants russes. Et donc, il y a probablement un impact difficile à mesurer pour l'instant. En tout cas, ce que l'on mesure beaucoup mieux, c'est l'exaspération d'une partie de l'opposition à Zelensky en Ukraine même, bien sûr à Kiev et dans l'ouest du pays, parce qu'un certain nombre de commentateurs, de députés, de politiques, eux-mêmes disent que cette offensive dans la région de Koursk est totalement contre-productive. Si elle donne un coup de média et peut-être je dirais un élan favorable au moral des Ukrainiens pendant quelques jours, son résultat va être pire finalement que s'il n'avait rien fait, puisqu'on l'a déjà vu, Vladimir Poutine a affirmé haut et fort qu'il ne négocierait pas avec l'Ukraine depuis que cette agression a été lancée contre son territoire, alors qu'il semblait avant beaucoup plus près des négociations avec Kiev. Donc la porte est fermée pour les Russes, enfin en tout cas pour le moment. Côté ukrainien, qu'est-ce que peut gagner Zelensky d'une telle affaire? Puisque, comme vous le soulignez, et comme la plupart des experts sérieux, hein, je ne parle pas des agitateurs ou des gens qui regardent ce conflit comme un match de football, c'est pas la peine d'en parler. Mais qu'est-ce que peut gagner Zelensky? Est-ce que vous dites, là, oui, ça donne du moral aux troupes ukrainiennes, ça donne du moral à la population, mais ça peut être pire et on peut potentiellement imaginer un effondrement du front, ou en tout cas une avancée des Russes significative, peut-être pas une percée. Alors pourquoi faire ça? Est-ce que c'est uniquement pour trouver un effet médiatique? Pourquoi, en fait, finalement? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement cet effet médiatique que recherche Zelensky. On l'a vu, bien sûr, sur cette offensive, mais on le voit aussi avec les opérations qui sont menées au Sahel, et notamment contre les soldats du groupe Wagner au Mali et au Niger. Il y a, je crois, deux autres éléments à prendre en compte. D'abord, on perçoit beaucoup mieux avec le temps l'irrationalité complète des dirigeants ukrainiens qui aujourd'hui n'arrivent plus à tenir le front sur le Donbass et qui lancent des opérations dans d'autres directions en affaiblissant leurs propres effectifs. Et puis derrière ça, il y a aussi la main des Américains qu'il faut toujours avoir à l'esprit parce que c'est encore une fois une guerre russo-américaine par Ukrainiens interposés et qu'il y a aujourd'hui à Washington, dans le contexte des élections à venir, toute une série de groupes qui conduisent la politique étrangère, qui ne sont pas toujours en accord entre eux, et les uns et les autres s'opposent, le département d'État, les néoconservateurs, la CIA, le Pentagone, et il faut regarder qui, derrière Zelensky, côté américain, a encouragé cette action, parce qu'il faut toujours avoir à l'esprit que pour les Américains, le but est d'affaiblir la Russie, de faire en sorte que le conflit dure le plus longtemps possible, et il y a aussi une volonté de ne pas perdre la face. Donc, y compris la stratégie américaine, elle aussi a besoin d'opérations médiatiques, ne serait-ce que pour soutenir d'ailleurs Kamala Harris et montrer que Biden n'avait pas tort, et voilà, et surtout pour que les Américains ne perdent pas de la face devant cette leçon que les Russes sont en train de leur donner. Autre événement médiatique, l'article du Wall Street Journal sur l'implication, qui prouve l'implication de l'Ukraine et qui met en évidence justement que le plasticage sous-marin du pipeline Nord Stream a été validé au plus haut niveau en Ukraine. Qu'est-ce que le fait que ça sorte aujourd'hui, quelle est la signification? Est-ce que c'est simplement le fait qu'un bon journaliste a fait son métier? Ou est-ce qu'il y a aussi une volonté de la part des Américains de un petit peu se dédouaner si on avait pu mettre en avant, ou en tout cas imaginer qu'ils étaient responsables, ou qu'en tout cas qu'ils avaient une part de responsabilité dans cet événement majeur, puisque ça a été la coupure totale de l'approvisionnement en gaz, notamment pour l'industrie économique, pour l'économie allemande. Oui, d'abord, je crois qu'il y a trois choses à évoquer sur cette affaire. La première, c'est que je ne crois pas un seul instant à cette théorie.
Je ne peux en apporter aucune preuve, hein. Personne d'ailleurs n'apporte de preuves ni dans un sens ni dans un autre, mais la simple réflexion et la simple analyse de ce qui s'est passé prouve assez facilement qu'on ne peut pas aller faire sauter un pipeline à 80 mètres de profondeur dans des eaux assez agitées avec des courants traversiers importants, avec un petit yacht comment dire, une équipe d'une demi-douzaine de personnes qui ne savent pas localiser nécessairement où se trouvent les pipelines et qui ne sont pas capables de descendre la quantité d'explosifs qui était nécessaire pour saboter les tuyaux. Il faut rappeler qu'un institut norvégien de sismographie a détecté des explosions très importantes sur l'échelle de Richter. Je crois qu'on est de l'ordre de pas loin de 2, et on peut pas faire ça avec quelques dizaines de kilos d'explosifs. Je rappelle aussi que comment dire, cet attentat contre le pipeline n'a pas touché que l'Allemagne. Une entreprise française participait au financement de Nord Stream 2, Engie, avec un montant, alors je ne sais plus les chiffres, je sais pas si 950 ou 987 millions de dollars, c'est-à-dire 10% du montant de pipeline. Et donc, nous, Français, nous avons aussi perdu de l'argent. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière cette affaire? Là, je crois que et ce sont premier élément, les Américains et les Allemands continuent l'intoxication qu'ils ont montée après que Seymour Hersh ait publié son article extrêmement documenté dans lequel il racontait la manière dont Américains et Norvégiens ont organisé ce sabotage. Alors encore une fois, Seymour Hersh est un homme respecté et respectable, mais nous n'avons que ces informations à lui et bien sûr, il y a toujours une zone d'incertitude. Donc ça, c'est le premier aspect. On a vu qu'après qu'il ait publié un article, la CIA et le BND se sont empressés de faire circuler cette rumeur justement sur ce yacht et sur ces forces spéciales ukrainiennes qui auraient monté l'opération. Donc, ça ne tient pas évidemment la route à mon sens, mais en même temps, il y a la logique des services spéciaux qui continuent leur opération de contre-feu. Puis le dernier élément, c'est que je pense que c'est un signe annonciateur, à la fois de la part des Américains et encore plus des Allemands, qu'ils sont en train de commencer à lâcher Zelensky, puisque simultanément on lance ce procès, on considère qu'il était au courant de l'opération, que Zaloujny lui-même aurait donné son feu vert. Berlin annonce aussi qu'il est en train de réduire de 50% son aide financière à l'Ukraine, tout en restant le principal donateur européen. Et puis, on voit côté américain aussi le soutien à cette opération qui pourrait être là aussi le signe précurseur d'un revirement vis-à-vis de Zelensky, qui, rappelons-le, n'est depuis maintenant plusieurs mois plus le président légitime de l'Ukraine, donc en situation d'illégalité. Très bien, merci Eric pour ces éclaircissements sur la guerre en Ukraine. Alors, autres horizons et autres conflits, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken vient d'arriver hier en Israël. C'est son 9e voyage depuis le 7 octobre dans la région, avec une nouvelle proposition américaine justement pour essayer d'obtenir un processus de paix, ou en tout cas sans aller jusqu'au processus de paix, mais en tout cas un possible retour des négociations autour de la question des otages et d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Et les Américains, moi j'ai envie de vous dire, est-ce que les Américains aujourd'hui ont retrouvé une véritable force qui puisse permettre d'arriver à un accord entre les deux parties? Mais c'est pour l'instant extrêmement difficile de le dire. On voit que en tout cas, le Hamas ayant refusé ce nouveau plan de paix américain, dire c'est une victoire médiatique pour Washington et Israël, en disant bien sûr que ça met le Hamas en position d'accuser une fois de plus s'il en était besoin dans ce conflit. Je ne suis pas sûr que les Américains aient un pouvoir de contrainte ou de conviction suffisamment fort sur Netanyahou, qui continue à mener la politique qu'il veut. Je crois qu'il faut être très clair sur le sujet. On a vu lorsqu'il est passé à Washington et qu'il a été ovationné par le Congrès, la manière dont ça mettait Biden en difficulté, et ça a déplu d'ailleurs l'establishment de la Maison-Blanche. En tout cas, pour l'instant, ce qui compte, c'est que la situation est à peu près stabilisée sur l'aspect international, hein, les menaces, les échanges qui ont eu lieu avec l'Iran, avec le Hezbollah, pour qu'on ne soit pas dans une montée aux extrêmes, semblent pour le moment porter leurs fruits. Ça reste bien sûr à confirmer. Mais on voit en même temps que les Américains reprennent leur livraison d'armes massives à Israël et que les Israéliens n'arrêtent en rien leurs opérations à Gaza.
Il faut quand même noter aussi les réactions extrêmement virulentes contre Israël qui ont eu lieu suite aux opérations de certains colons en Cisjordanie qui s'en sont pris à des Palestiniens. C'est aujourd'hui encore extrêmement confus. On voit que une grande partie de la population souhaite arriver à un accord, qu'un certain nombre de ministres et d'officiers généraux eux-mêmes n'adhèrent plus à la politique de Netanyahou. On est vraiment pour l'instant sur la tranche de la pièce, j'ai envie de dire, et elle peut retomber d'un côté ou de l'autre. C'est la grande inconnue dans ce dossier. Sur la riposte annoncée et toujours pas visible, à la fois du Hezbollah et de l'Iran à l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, quid de cette réponse? Aura-t-elle lieu un jour? L'Iran l'a promise, le Hezbollah aussi. On a vu aussi une opération de communication extrêmement intéressante de la part du Hezbollah montrant ces missiles balistiques dans les montagnes, qui est un peu le duplicata de ce que les Iraniens ont, et notamment les gardiens de la Révolution, dans les montagnes de l'Elbrouz. On sait que ces deux entités ont énormément d'armes, ont énormément de missiles, ont progressé beaucoup là-dessus. Est-ce que ce feu promis par l'Iran à la suite de cet assassinat verra un jour ces menaces seront-elles mises à exécution? Qu'en est-il aujourd'hui? Écoutez, moi, je n'y crois pas, et ben, je ne l'espère pas surtout, mais on a vu, c'est assez paradoxal, la réaction finalement assez mesurée de l'Iran il y a quelques mois lorsqu'ils ont lancé leur opération contre Israël, puisque l'opération avait été annoncée 2 jours avant à tout le monde, et donc tout semblait fait pour qu'elle ne réussisse pas, que c'était là aussi une façon de sauver la face. Finalement, on se rend bien compte que autant Téhéran que Tel Aviv savent qu'ils n'ont pas les moyens finalement de détruire l'autre, à part quelques raids aériens, frappes de missiles, ils ne peuvent pas aller beaucoup plus loin, on ne peut pas déclencher une invasion terrestre d'un pays contre l'autre, et que pour l'instant, ils n'ont pas non plus intérêt dans le contexte actuel à aller trop en avant. Alors bien évidemment, la situation est beaucoup plus délicate pour les Iraniens qui, d'une certaine manière, ont perdu la face et devront riposter sur ce dossier. Alors de quelle manière, quand, c'est la question. Et c'est un petit peu la même logique pour le Hezbollah, puisque le Hezbollah joue un rôle important maintenant dans la vie politique libanaise. Ce n'est plus uniquement un groupe armé minoritaire dans le pays qui lutte contre Israël, et les paramètres qu'il a à prendre en compte, aussi bien dans le contexte politique libanais que dans ses relations avec Téhéran, entrent en jeu. Voilà, on est dans cette situation-là. Les Américains font bien sûr un forcing terrible. Les Iraniens ne l'oublieront pas, c'est évident. Ça va probablement plutôt se manifester, à mon sens, par des méthodes techniques de guerre asymétrique et de terrorisme. Mais encore une fois, on est vraiment dans une inconnue qui nous rend difficile toute prévision. Sur cette possibilité justement de comment de multiplication, en tout cas d'élargissement de la guerre sur un conflit régional, est-ce qu'on peut dire finalement que ce soit Israël, à cause justement de cette fragilité liée à la particularité, je dirais, du gouvernement Netanyahou, au fait que Netanyahou est poursuivi judiciairement, pardon, que si la guerre s'arrête, il passera en procès, il risque d'aller en prison. Le fait que le Hamas joue sa survie aussi. Quelque part, le Hezbollah, l'État du Liban ne permet pas au Hezbollah d'être rendu responsable d'une dévastation totale. Et pour ce qui est de l'Iran, on sait que le pays aussi est lui-même fragilisé par des mouvements internes, avec cette fameuse révolution des voiles qui a eu lieu en 2022, dont l'écho est toujours encore extrêmement sensible. Il y a beaucoup de problèmes dans chaque pays. Est-ce que finalement on peut dire que ces paramètres-là empêchent, ou en tout cas préservent peut-être d'un conflit généralisé à l'ensemble de la région? Alors oui, c'est le cas pour l'Iran, même si les événements récents renforcent le nationalisme iranien, il ne faut pas l'oublier. Il y a bien sûr une contestation, mais il y a aussi un très fort sentiment national. Et quand le pays est bafoué, même si c'est le régime des Mollahs, il ne faut pas croire que l'opposition va s'allier avec les États-Unis contre son propre gouvernement. Euh, pour moi, la vraie inconnue, elle est liée à Israël et à Netanyahou. Comme vous le disiez, cet homme est aujourd'hui un jusqu'au boutiste patenté pour des raisons de politique intérieure. Il sait qu'il risque la condamnation, l'emprisonnement. Il a finalement entraîné un clivage très profond de la société israélienne depuis plus de 2 ans. Il faut rappeler les manifestations gigantesques qui avaient lieu contre lui, le fait qu'un certain nombre d'officiers de l'armée de l'air, des services de renseignement n'hésitaient pas à démissionner ou à dire qu'ils ne suivraient pas la politique avant les événements du 7 octobre.
Ces événements ont un petit peu, bien sûr, renforcé Netanyahou. Aujourd'hui, son extrême droite avec laquelle il gouverne est bien sûr tout à fait extrémiste. On a vu l'attitude qu'elle a eue lorsqu'elle a pris d'assaut un certain nombre de bases militaires israéliennes où des soldats, comment dire, dégradés en tout cas ou écartés pour avoir commis des exactions sur des prisonniers palestiniens se trouvaient internés. Donc voilà, le risque il est là, c'est que jusqu'où Netanyahou est-il prêt à aller, à la fois pour défendre sa survie personnelle et politique, mais aussi d'une certaine manière pour tirer parti des opportunités stratégiques qui se proposent aujourd'hui, puisqu'il voit bien que le Hezbollah, comme le Liban, ne font pour l'instant qu'une forme de minimum syndical dans leur riposte. Et c'est lui le principal, enfin, le principal inconnu. Et j'ajouterais qu'en face, bien sûr, le Hamas aussi étant dirigé par ses propres extrémistes, on a là quand même deux facteurs perturbateurs majeurs. Et ce sont en réalité les autres pays autour qui sont plus mesurés, plus pondérés dans ce conflit, même s'ils s'y trouvent impliqués, évidemment. Très bien, Eric. Alors on va passer bon, un petit peu de prospective. Au moment où on parle, vient de s'ouvrir à Chicago la convention des démocrates qui, jeudi prochain, sacrera Kamala Harris comme candidate pour l'élection de novembre prochain. Hier, on a entendu le discours un peu sous forme de discours d'adieu de Joe Biden. Selon vous, tout simplement, quelles seront les grandes différences à attendre d'une élection de Trump d'une part ou d'une élection de Kamala Harris sur ces conflits, enfin d'abord sur Gaza et ensuite peut-être sur l'Ukraine? Ouais. En politique étrangère, on a deux candidats qui ont des positions tout à fait différentes. Donald Trump est un soutien très solide d'Israël, les accords d'Abraham et l'installation de l'ambassade américaine à Jérusalem, c'est lui. Et il est inversement beaucoup plus prêt à même totalement prêt à mettre fin à la guerre en Ukraine. Inversement, Kamala Harris, c'est le contraire. C'est une femme qui, sur l'Ukraine, semble sur la même ligne que les néoconservateurs et Joe Biden, mais qui elle-même, même si elle ne l'affirme pas en ces termes, est très très proche des Palestiniens. Alors, depuis qu'elle a été désignée candidate, elle poursuit pour l'instant la logique de Joe Biden de soutien totalement à Israël, mais au fond d'elle-même et dans son entourage, dans ce qu'on sait d'elle, elle est beaucoup plus pro-palestinienne. Et d'ailleurs, elle est en train, on a vu cette nuit les événements de Chicago, elle est en train elle-même d'être dépassée et débordée par l'extrême gauche du parti démocrate, puisque des manifestations extrêmement violentes ont eu lieu cette nuit à Chicago. Là. L'origine de ces manifestations est double. D'abord, c'est que les militants du Parti démocrate se rendent compte qu'on a désigné Kamala Harris comme candidate, qui certes bénéficie d'un grand soutien, non pas par un vote des militants, mais par une coterie qui a été menée par une petite dizaine de personnes, qui a fait pression pour écarter Joe Biden, qui n'a pas trouvé d'autres candidats et qui finalement a propulsé Kamala Harris à la tête de la structure. Puis bien sûr, il y a cette position sur Gaza et je crois qu'on doit s'attendre à une rentrée universitaire aux États-Unis extrêmement agitée. Ça explique en partie pourquoi certains présidents d'université commencent à démissionner et je dirais ce qu'on a déjà vu dans les mois passés risque fort de se prolonger et de voir les manifestations s'accroître. D'une certaine manière, je dirais, les démocrates ont très bien joué en nommant Kamala Harris, puisqu'ils ont mis derrière ça une campagne de communication extrêmement efficace, qui a réussi à faire oublier en quelques semaines Donald Trump, l'attentat contre Donald Trump, et puis le gâtisme de Joe Biden aussi. Maintenant, cette embellie, elle va être de très très courte durée. On le voit déjà avec les événements de Chicago, mais aussi avec la publication du programme économique comment dire, de Kamala Harris, qui d'une certaine manière est déjà qualifiée de programme gauchiste. C'est vrai qu'elle part sur des idées, taxer les activités économiques, taxer les entreprises, taxer les riches. Elle veut faire augmenter le taux d'imposition, enfin de taxation des entreprises, je crois, de 28% ou à 28%, alors que Donald Trump avait lui-même annoncé qu'il le baisserait à 12%. Et taxer les riches, c'est assez intéressant parce que cela semble vouloir dire qu'elle commence elle-même à échapper aux néoconservateurs, parce que tous les néoconservateurs qui la soutiennent et qui l'ont mis en place, bien qu'ils soient démocrates, sont des hyper riches et qui eux-mêmes seraient les premières victimes de ce programme économique. Donc on voit déjà quelques semaines après je dirais, ce phénomène Kamala Harris qui a été lancé, les premières fissures apparaître dans l'édifice et je crois que ça n'augure rien de bon pour les démocrates pour les prochaines élections.
Alors sur ces élections en particulier, on cherche toujours à savoir aux États-Unis sur quoi va se jouer l'élection. Vous évoquiez tout à l'heure le problème intrinsèque qu'a le Parti démocrate avec cette jeunesse universitaire qui a défilé, qui a montré sa solidarité avec Gaza pour s'opposer justement à la politique de Joe Biden. Il faut rappeler que ce sont ces jeunes-là qui ont fait élire Joe Biden la dernière fois contre Donald Trump. Le surplus de voix qui s'est mobilisé autour de la candidature de Biden venait justement de cette engeance et de la gauche du parti. Actuellement, cette division interne, pensez-vous qu'il est possible qu'elle soit résolue, ou est-ce que justement cette question économique avec la montée de l'inflation, un certain nombre de signes qui sont très très importants pour les élections, notamment en particulier dans ce qu'on appelle les battlegrounds, c'est-à-dire les États pivots du centre et ceux qui décideront de l'élection. Et puis, est-ce que, ma dernière partie, est-ce que finalement Kamala Harris, venant de Californie, n'est pas trop éloignée justement de ce centre américain qui décidera de qui sera le prochain président? Comment vous voyez septembre-octobre comme ça? Il y a eu deux évolutions majeures. La première, c'est que Donald Trump est beaucoup plus posé, même si on a encore droit à quelques sorties assez burlesques, mais beaucoup plus posé que dans les deux campagnes précédentes. Il est d'abord beaucoup mieux entouré. Il a réussi à faire autour de lui, à constituer une équipe beaucoup plus solide sur les questions économiques. De vrais think tanks travaillent pour lui, donc c'est beaucoup moins de l'amateurisme qu'en 2016. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il y a vraiment un phénomène de rejet de la politique dans la classe américaine, dans la population américaine, et il semble que vraiment tous ceux qui sont contre ce gouvernement fédéral vont avoir tendance à voter pour Donald Trump. Donc, il y avait un certain nombre de signes qui semblent positifs en la matière. De l'autre côté, côté démocrate, la détestation de Trump reste quand même très forte chez un certain nombre de jeunes d'acteurs de l'extrême, de la branche, on va dire, gauchiste des démocrates, qui est plutôt celle comment dire, qu'incarnait Bernie Sanders dans le passé. Donc ça veut dire que probablement les élections vont encore se jouer à quelque chose près, même si aujourd'hui, si on met de côté ce phénomène médiatique Kamala Harris, je pense que d'après les éléments dont on dispose, ce serait plutôt en faveur de Donald Trump. Très bien, merci Eric. Alors on m'indique que notre, notre conversation va bientôt se terminer. Je voulais garder quelques minutes quand même sur la fin pour avoir votre avis. On a évoqué donc l'élection américaine et son impact sur le monde, sur l'Europe, et sur la France en particulier. Qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que ça peut amener, cette élection américaine? Comment vous voyez les choses? Mais je pense qu'il y a deux choses. D'abord, la manière dont les médias en rendent compte est totalement faussée. D'ailleurs, comme sur l'Ukraine, comme sur Gaza, on a aujourd'hui des médias qui ne donnent souvent qu'une moitié de la réalité, quand ce ne sont pas d'ailleurs pour certains des mensonges caractéristiques. Et c'est vrai que sur les élections américaines, sur la vie politique américaine, on voit très bien nos médias reprendre bien sûr tous les grands médias américains qui sont tous démocrates, hein. Un certain nombre de sondages récents ont montré que je crois que 70% des journalistes américains étaient démocrates. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Le ton de ces grands médias ne nous donne qu'une partie de la réalité. Euh, ce qui m'amuse dans le débat en France, c'est qu'on est en train de se positionner comme si nous étions des Américains, avec une préférence pour l'un ou pour l'autre. Et je crois que ce n'est pas du tout de cette manière dont on doit raisonner. Tant pis pour ce qui arrive aux États-Unis, ce sera leur problème. Mais pour nous, Français et Mm. Européens, la question est de dire quel est le président qui va être le plus favorable à nos intérêts, ou le moins défavorable, plus exactement, et quel est celui qui pourra avoir un impact le plus marqué sur la politique et la paix mondiale. Et je crois que c'est sous cet angle-là que nous devons regarder les élections américaines, et non pas en raison de nos orientations politiques franco-françaises que nous projeterions sur un débat outre-Atlantique. Pour le reste, vu le niveau de la politique française en ce moment, qui ne relève pas de mon domaine de compétence, j'ai du mal à voir ce que nous pourrions tirer de cette situation, d'autant que nous continuons en politique étrangère à suivre aveuglément la politique des néoconservateurs. C'est sûr qu'un changement, une élection de Trump serait assez majeure. C'est-à-dire que si c'est Kamala Harris, pour terminer,
on continuera à faire ce qu'on a fait avec Joe Biden, c'est-à-dire à suivre aveuglément les États-Unis. Si c'est Donald Trump, on aura peut-être un rapport de force, ou en tout cas peut-être un espoir que l'Europe se constitue, parce que les États-Unis, ou en tout cas Trump dans son programme dit isolationniste, seront moins présents mondialement. C'est ça? Oui, je l'espère, mais ceci dit, on n'a pas su tirer parti de l'opportunité entre 2016 et 2020, où Donald Trump avait déjà exigé que les Européens payent plus, comment dire, a annulé l'accord 5+1 avec l'Iran. Comment dire, il nous a mis d'ailleurs en situation difficile en fonction de nos activités économiques. Voilà, donc on aurait déjà pu à l'époque tirer parti de cela pour prendre des distances vis-à-vis de Washington. Ça n'a pas été fait. Est-ce qu'on sera capable de le faire s'il est élu demain? C'est la grande question. D'autant que lui-même n'aura sûrement pas la possibilité de réaliser tout ce qu'il dit. Si je ne doute pas un instant qu'il y ait un vrai ménage, parce qu'il a tiré les leçons de son premier mandat, il a mesuré pleinement la manière dont la justice, la communauté du renseignement, le FBI avait essayé de le déstabiliser par tous les moyens possibles, y compris des moyens illégaux. Il est décidé à faire un vrai ménage, mais il ne pourra pas non plus réformer en 4 ans de manière fondamentale l'État profond américain. Donc, entre ces annonces aujourd'hui et ce qu'il pourra faire vraiment, il y aura quand même un gap. En tout cas, à mon sens, ce serait pour nous plus profitable que d'avoir Kamala Harris, qui n'est finalement très peu appréciée aux États-Unis et ne sera qu'un pantin entre la main des néoconservateurs, donc continuera la politique actuelle. Éric Denessé, merci infiniment pour cet échange, merci pour cette conversation. À vous, auditeurs, abonnés à notre chaîne YouTube, eh bien, merci beaucoup de l'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu et je vous dis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour nouvelle édition du Grand Entretien. Au milieu du mois d'août, ça ne s'arrête pas chez Omerta, l'actualité est chargée. Merci encore Éric et à très bientôt. Merci.